Dans ce chapitre, on va s'intéresser à l'étude d'un phénomène très connu en physique, c'est l'effet Hall. Et je commence par le cas le plus général. Qu'est-ce que l'effet Hall? Voilà comment on peut l'obtenir. On peut le comprendre. Vous avez une plaque conductrice de dimension petit a, petit p, petit l, comme un biscuit très mince, une plaque très mince, de largeur A, d'épaisseur B et de longueur L. Voici le schéma. Voici la plaque dont il s'agit. Elle est métallique, elle est conductrice. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer un courant à travers la plaque suivant la longueur L. Voilà le I. Il circule de manière uniforme sur toute la section rectiligne. Donc, une plaque conductrice traversée par un courant électrique grand I continu et qui plonge dans un champ magnétique extérieur B, orienté verticalement. Ça y est? Donc c'est ça le résumé. Une plaque métallique traversée par un courant qui plonge dans un champ magnétique B uniforme et permanent. Donc cette plaque elle est parcourue par un courant électrique I uniformément réparti sur toute la section droite. Cette plaque plonge dans un champ magnétique B uniforme B égale BK, comme l'indique la figure. Elle est verticale. Le courant est horizontal. Ça y est? Donc, quelle est la conséquence de ceci? Il surgit une force magnétique Fm. C'est la force de Lorentz qui agit sur les porteurs de charge de la plaque, qui se trouvent à l'intérieur de la plaque. Ça y est? Donc, voici un schéma qui simplifie le cas. Voilà, IL, le courant, voici le champ B, et voici la force magnétique F de Lorentz qui prend naissance. Et donc, comme conséquence, il apparaît une DDP, une différence de potentiel, que l'on note VH ou UH. C'est la même chose, VH ou UH. C'est-à-dire la tension de Hall, qui est égale à VA moins VC. Voici le A, c'est ce bord, A. Et le C, c'est l'autre bord de la plaque. AC. Ça y est? Ça, c'est la tension de Hall. Car, pourquoi? D'où vient cette tension? Quelle est l'origine et la nature de cette tension? Les porteurs de charge de la plaque se séparent et les unes s'accumulent sur le côté A, tandis que les autres s'accumulent sur le côté B. Et donc, voici le schéma. Il y a des charges plus dans ce côté, il y a des charges moins de l'autre côté. Il y a toujours le champ B, il y a toujours le courant I. Puisqu'il apparaît une tension VH, donc il apparaît un champ EH, un champ électrique EH, qui agit sur la particule Q, qui se trouve dans la plaque, comme une boîte qui contient des billes. Voici une charge Q, elle est soumise à un champ E, puisqu'il y a une tension, donc il y a un champ. Puisqu'il y a un champ, il y a une force électrique, FE, qui est collinéaire à EH. Si la charge est positive, donc ils ont le même sens, parce qu'on sait que F égale QE. Il y a toujours la force magnétique qui se trouve dans ce sens, d'après la règle de la main droite. C'est le pouce-force. Ça y est, or, on sait qu'il y a un lien entre le champ et la tension. EH égale VA moins VC sur AJ. Le cas général, c'est le champ E, le module, est égal à la tension sur la distance. E égale U sur D. Vous avez déjà vu ça au lycée. Ça y est, vectoriellement, dans notre cas, c'est ça. La distance D, c'est le petit a. Le petit a, c'est la distance qui sépare les deux plaques, où s'accumulent les moins et les plus. Ça y est? D'où, voilà la conséquence, voilà ce qui est important, d'où chaque porteur de charge de la plaque est soumis à deux forces. D'une part, la force électrique, Fe égale QEH, et la force magnétique, qui est égale à QV vectoriel B. À l'équilibre, c'est-à-dire en régime permanent, bien à l'équilibre, les deux forces se compensent, c'est-à-dire la somme des forces est égale à 0. C'est le principe d'inertie, ou bien la première loi de Newton. Voilà. Je passe au module, voici le FE, et voici FM, QV vectoriel B, je prends le module, le produit vectoriel saute. Ça d'une part, ça y est, ça c'est l'équilibre des deux forces,
FE est égal à FM. Or, on sait que I, cas général, c'est J fois S. C'est le flux du vecteur densité courant JS. I égale JS. Voici le J, c'est NQV fois S qui est A fois B. J'applique cette formule générale. Le S de la plaque, la surface, c'est A fois B. A fois B. Ça y est, l'épaisseur est très mince. Et la densité de courant de charge, c'est NQV. Qu'est-ce que c'est que petit n? C'est le nombre de charges par unité de volume. Et V, c'est la vitesse. V, c'est la vitesse, pas le volume. Ça y est? Je déduis de ceci que la tension UH ou bien VH est égale à Q est égal à IB sur NQ petit b. Je pose RH égale 1 sur NQ. Il faut apprendre ça par cœur. C'est la constante de Hall. La constante de Hall, pour une plaque conductrice, c'est 1 sur N fois Q. Q, c'est la charge, par exemple, de l'électron ou bien du proton. C'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Et N, c'est le nombre de charges par unité de volume. C'est le nombre de charges par mètre cube de ce métal. C'est ça le petit n. Donc, la tension de Hall, UH, qui apparaît, c'est-à-dire VA moins VC, ou bien tout simplement VH, c'est égal à la constante RH et B sur QB qu'il faut connaître par cœur. Voilà le résultat de tout ce calcul. Voilà la conséquence de toute cette mathématisation de la situation. La tension de Hall, c'est la constante de Hall, IB QB, et la constante de Hall, c'est 1 sur NQ. Voici un exemple numérique qui va faciliter l'assimilation. Considérons le cuivre. Voici sa masse volumique, c'est 8,9 kg par mètre cube. Sa masse molaire, c'est 3,5 g par mol. La constante d'Avogadro, c'est 6 10 puissance 23 par mol. La charge élémentaire, petit e, 1,6 10 19 coulombs. Ça y est, on vous donne ça. Qu'est-ce qu'on vous demande? Calculer le nombre de charges par unité de volume, calculer la constante de Hall et déduire la tension de Hall, UH ou bien VH. Ensuite, conclure. Qu'est-ce que vous constatez? Voilà. Pour le N, c'est le nombre de porteurs par unité de volume. C'est ρV sur M fois NA. Vous allez me dire, mais d'où vient cette relation? On va l'expliquer tout à l'heure dans la remarque. Donc, le petit n, c'est le nombre de porteurs par unité de volume. C'est la masse, c'est ρV, parce qu'on sait que ρ égale m sur v. Donc, m égale ρV. C'est la masse petit m de cuivre sur sa masse molaire. Voilà la constante d'Avogadro. Donc, tout calcul fait, je déduis que le nombre de moles, que le nombre de porteurs de charge, pas le nombre de moles, attention, le nombre de porteurs de charge par mètre cube pour le cuivre, c'est ça. C'est 8,4 10 puissance 25 par mètre cube. Dans chaque mètre cube du cuivre, vous allez trouver 8,4 10 puissance 25 porteurs de charge. Ça y est? La constante de Hall, j'applique la formule. Je sais que RH, c'est 1. Une fois N trouvé, ça y est, RH, c'est 1 sur NQ. Je connais N, c'est ce que je viens de calculer. Q, c'est petit e, c'est 1,6 19 coulombs. Et je déduis la constante de Hall pour le cuivre, c'est 7,44 10 moins 8 mètres cubes par coulombe. C'est ça la constante de Hall. Donc, ayez en tête un ordre de grandeur. Elle est faible. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 7, 10 moins 8, comme ça. Ça y est, mètre cube par coulombe. Ça, c'est pour le cuivre. Ça change selon le métal. Pour la tension de Hall, on vous donne le champ magnétique B, 1 Tesla, le courant 1 ampère, et petit b, 0,1 mm. Elle est très mince, la plaque. Faites le calcul et vous trouvez que la tension de Hall, c'est 0,74 millivolts. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous concluez? Que toute cette expérience nous donne au final une tension très faible. Et alors, donc UH est très faible. Donc pour l'augmenter et donc l'exploiter concrètement, il faut que N, le nombre de porteurs de charge, soit plus petit. D'où l'utilité d'utiliser des semi-conducteurs comme le carbone, silicium, germanium.
car le petit n dans les semi-conducteurs est très petit. Et si le n est très petit, alors c'est-à-dire il y a moins de porteurs de charge libre. Donc si n est petit, alors le UH augmente. Donc si vous voulez avoir une tension de Hall grande, utilisez le semi-conducteur parce que pour les semi-conducteurs, le petit n est petit. Si petit n est petit, alors UH est grand. Comme remarque, la formule que j'ai utilisée tout à l'heure pour trouver le petit n, vous avez déjà vu au lycée que grand N, le nombre de particules étudiées, sur Na, constante d'Avogadro, égale petit m sur la masse molaire, est égal petit v, le volume, sur le volume molaire s'il s'agit d'un gaz. Ça y est, cette égalité, il faut la connaître par cœur, déjà vu au lycée. Les trois rapports sont égaux. Ça représente la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Rho, c'est la masse volumique, c'est M sur V. Attention, ici, dans cet exercice, on a noté le grand N, le nombre de particules, petit n. Je rappelle ici, le petit n ne représente pas le nombre de moles, c'est le nombre de particules qui circulent dans la plaque étudiée. Et voilà comment j'ai trouvé n, c'est MNA sur grand M. Je remplace n par ρ v, et donc n, c'est ρ v NA sur n que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà pour aujourd'hui.